Salut à tous et bienvenue dans Bits, épisode numéro 131. J'espère que vous allez bien. Je suis avec Christophe ce soir. Yo! On va parler de technologie et de ce qui s'est passé les 15 derniers jours. Du coup, 15 derniers jours. 15 derniers jours. Parce que la semaine dernière, c'était... Ouais, c'est vrai. J'ai pas remonté, moi, mes actus jusqu'à 15 jours quand même. Non, mais voilà, ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu pour Bits. C'est vrai. Donc, nous y voilà. On a pas mal de sujets ce soir. On va essayer de traiter ça avec vous dans la chatroom. N'hésitez pas à participer, évidemment, pour ceux qui nous regardent en direct. Sur ce, première actu, sans transition. Sans transition, pam, direct, on commence avec un titre qui rentre. Yes! Qui rentre J'ai juste. hésité, mais c'était chaud. Twitter qui a révélé... Alors, oui, Twitter a révélé, ils ont confirmé qu'il utilise des données de sécurité pour vous envoyer de la publicité. C'est ça. Et en fait, c'est pas nouveau. Facebook avait fait la même avec Facebook, Instagram, tout ça machin. Donc voilà. Donc le principe c'est quoi? C'est que quand vous vous authentifiez auprès de Twitter, ils vous incitent à faire une authentification multifacteur. Donc là ils ont deux facteurs. Ça veut dire que tu t'authentifies avec un mail en plus ou avec un téléphone pour SMS pour recevoir un code, ce que tu retrouves beaucoup maintenant dans plein de services, notamment des réseaux sociaux. Et il y a des gens qui se sont retrouvés à recevoir des mails de pub. Sur des messageries ou sur des numéros qu'ils n'avaient pas donnés spécialement pour ça. Voilà, des comptes à part. Voilà. Souvent tu mets un mail de récup, c'est un deuxième. Ils ont trouvé des trucs dessus et du coup Twitter a été pris la main dans le sac puisqu'ils ont révélé qu'effectivement c'est dommage, ils n'ont pas fait exprès. Mais c'est un bug en fait, c'est pas fait exprès. Ils n'ont pas dit que c'était un bug, ils ont dit que c'était malencontreux ou un truc comme ça. C'est ça. Ou un loupé, mais tu vois, genre ils ont essayé de mettre ça. Ça a raté, c'était pas prévu pour ça. Mais ils ont quand même sorti un communiqué officiel qui est à l'américaine, c'est-à-dire bien arrondi sur les angles, en disant bon c'est pas grave, pardon aux familles, tout ça, on leur en fera plus, c'était pas volontaire, pas vraiment, et voilà. Donc voilà. Auto-flagellé, tout ça. Et c'est ça, auto-flagellé. Derrière ça, le problème moi que j'ai noté, c'est que ça donne pas envie d'aller encore plus dans l'utilisation de l'authentification en multifacteur. C'est ce qu'on disait ce matin. MTR. Déjà que moi j'y pense à deux fois, à chaque fois que je dois rentrer un numéro, je leur dis ah purée, je leur file une mon donnée. Numéro de téléphone. Je leur file une donnée personnelle. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Et là, ça prouve effectivement que malgré tout, ça peut tomber dans l'usage de la publicité. Alors oui, il y a d'autres solutions. Il y a des tokens avec des clés, machin. Ou même croiser les données avec un autre service à eux. Oui, bien sûr. Utilisation de données. Authentifier. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que ça va pas inciter les gens à le faire, alors que c'est un très bon mécanisme pour augmenter le niveau de sécurité sur ces services-là. Exactement. Voilà. Donc là, j'ai un espoir, par contre, dans les clés de sécurité, tu vois, les YubiKey ou les authenticateurs que tu peux avoir. Là, par contre, tu n'as pas la donnée personnelle qui interagit au-dessus. Donc j'ai un grand espoir dans le protocole, le WebHot, tu sais, le truc d'authentification par le standard que pousse le W3C pour gérer ça. Il faut utiliser le Sign with Apple, n'est-ce pas, Nico Poppy, qui permet d'utiliser pareil des pourriels. C'est redirigé vers ton adresse principale, mais tu peux savoir quel mail et du coup quelle app et qui a fauté. Donc, tu peux le faire avec des alias sur des boîtes mail que tu as déjà aussi. Exactement. Pareil, mais tu as une gestion manuelle. Mais oui, c'est un moyen de le faire. Sauf quand c'est des numéros de téléphone et des SMS. Là, c'est beaucoup plus pénible. Là, c'est beaucoup plus chiant. Des SMS ou des plateformes d'appel aussi. Des trucs bien relous. Ouais, ça, tu peux le faire. Il y a des services, du coup. Alors, j'ai creusé ça pour un autre besoin en parallèle. C'est tu as des services de SMS poubelle. Un peu comme tu as les mails, genre Yopmail ou Mailnizer, je sais pas quoi. Pour Junk mail. Voilà, tu peux consulter des mails poubelles temporairement, mais qui sont du coup ouverts à tout le monde, juste pour récupérer des codes temporaires. C'est pas forcément un bon usage, mais il y a des services de SMS comme ça, où tu as des SMS open bar avec des numéros de téléphone que tu peux utiliser pour t'inscrire avec. Et les gens en fait utilisent ça pour juste récupérer des codes temporaires, justement pour pas filer leur numéro de téléphone. Mais pour une sécurité, du coup, c'est pas terrible parce que. Non, c'est l'inverse, ça fait l'inverse de ce truc-là. Donc c'est le travers de ça, c'est que du coup, à défaut de bien gérer cette donnée-là, du coup, on dégrade la sécurité de ces services. Ouais, c'est con ça. C'est con. Moi, je pourrais le faire avec le numéro de téléphone que j'ai dans l'iPad. Parce que je reçois quand même les SMS, mais je peux pas ni appeler, ni rien du tout, tu vois. Et les SMS, je les consulte, ils apparaissent sur mon iPad, mais je m'en fous en fait. Oui, mais c'est ça, j'ai un numéro à part. Tu vas quand même recevoir une notification avec les SMS qui apparaissent. Non, mais je peux dire de ne jamais recevoir de notification des SMS. Et en fait, il n'y a que quand je m'authentifie à un service que je vais aller voir le SMS. Ouais, mais ça demande un effort supplémentaire. Expéditeur inconnu. En fait, déjà sur l'iPhone, si quelqu'un m'envoie un SMS et il n'est pas dans mon répertoire, je ne reçois pas de notif. Okay. J'ai juste un petit 1 en bas, comme ça. Mais je ne reçois pas. Et en fait, quand je vais dans les SMS, en haut, il y a un onglet avec expéditeur inconnu. Si je vais dedans, je vois les SMS publicitaires ou les gens que je n'ai pas acceptés. D'accord. Voilà, ça marche aussi comme ça.
Il y a plein de moyens, du coup. Il y a plein de moyens d'y arriver. Bon, on attaque sur la grosse news, la grosse actu récente. On va parler du Microsoft Surface Event, que j'ai résumé en Surface Everywhere. C'est ça. Puisqu'il y a eu un gros event la semaine dernière de la part de Microsoft qui a révélé tout le nouveau line-up de sa gamme Surface. Et dans le nouveau line-up, il n'y a pas que du refresh de line-up existant, ils ont complété la gamme à fond. Voilà, alors on va commencer rapidement par des trucs qui sont moins intéressants. On va parler du Surface Laptop 3. Ouais. Voilà, donc j'ai même pas mis de capture tellement c'est le même qu'avant. C'est Voilà. un MacBook, mais non, c'est la même chose que C'est le le précédent. C'est la même chose que le précédent. Il y a un refresh au niveau processeur évidemment. Il dedans. existe en Full Alu. Il existe en Full Alu. Alors qu'avant, sans l'Alcantara. Ouais, tout à fait. Pas sur tous les modèles. Donc il y a deux modèles par contre maintenant. Il y a un 13 pouces, 13,5 Ouais. et un 15 pouces. Il y a de l'USB-C, enfin un peu partout. Et surtout, un truc intéressant, c'est que le 15 pouces maintenant tourne sur du Ryzen, du processeur AMD Ryzen, pour des questions de perf, surtout avec le GPU qui vient avec. Hihi. Exactement. Et le 13 pouces reste sur du Intel, du Core 10e génération, donc de i5 ou i7. Voilà. Donc sur le 13 pouces, tu vas entre 1100, 1150 et 1220 et 2220 euros, qui reste quand même assez cher, ça reste des trucs bien chers. Pour un Core i7 avec 16 Go de RAM. Oh, quand tu viens du monde Apple, c'est à peu près les prix. Hein. Un MacBook, c'est 1000 balles, quoi. Enfin, c'est 1100 balles. Ouais, mais 2200 pour un i7 16 Go, enfin, je trouve ça relativement cher. C'est vrai. Sur le 15 pouces en Ryzen, on est quasiment dans la même gamme de prix, 1350 euros jusqu'à 2300 euros avec plein de SSD et plein de RAM. Voilà. De toute façon, ce qui change dedans, c'est juste CPU, RAM et SSD, la taille du SSD. Voilà. On continue dans les annonces. Il y a eu un autre refresh du coup parmi les petites annonces sur la Surface Pro 7, donc la nouvelle génération de la gamme Surface Pro. Donc là, on garde vraiment la ligne de l'existante qui est là. Voilà. Donc on est vraiment sur le même type de produit. La tablette typique, convertible avec un clavier, et si je ne me trompe pas, ça aussi, ça en est une. Voilà. Donc rien de plus qui change, si ce n'est qu'on va retrouver. Tu vois, le MacBook 16 Go Core i7, MacBook Pro. Hein, ouais, mais t'as une Radeon Pro dedans. Ah oui, mais bon, il n'y a pas de produit comparable. Ben oui. C'est gentil, c'est MacBook Pro ou MacBook Air maintenant. Alors le R, tu vas pas avoir un i7 comparable. Ils sont un peu entre les deux, c'est-à-dire en dessous. Ouais, enfin si. Du coup, les gammes sont plus comparables en fait. Non, mais c'est pas déconnant ça. T'as raison, il y a un vrai chevauchement entre les deux. Mais le plus gros en fait, c'est pas le Surface Laptop, ça reste le Surface Book en fait, le plus gros de la gamme. Donc c'est pour ça que le MacBook, le MacBook Pro, faut plutôt le comparer avec ça. Ouais. Du coup, Surface Pro 7, donc c'est vraiment dans la lignée d'existence, c'est un refresh de la gamme existante, rien de nouveau là-dessus. On garde le connecteur Surface propriétaire. Il y a de l'USB-C qui arrive quand même. En plus, mais il y a quand même le connecteur propriétaire à côté, donc ça c'est un peu dommage. Charge lente hein, par contre sur les USB-C de ces appareils. Oui. T'as pas droit à la charge rapide. T'as pas le 100 watts dessus. C'est dommage. Voilà. Et par contre, on est vraiment sur la même type de gamme, même type de processeur qui va avec. Alors, on commence à arriver. Les nouveautés. Les nouveautés, les produits intéressants qui arrivent dans la gamme, c'est celle-ci, la nouvelle Surface Pro X. Waouh, Pro X. Donc c'est une Surface, donc c'est une tablette à la base, 13 pouces, avec donc la partie tactile, un petit trépied derrière, un clavier détachable et un stylet. La nouveauté, c'est que c'est un processeur ARM. Dis donc. Fanless, absolument. Donc c'est un Windows sur ARM. On est quand même relativement plus proche d'un PC, ça reste une surface type PC, donc on a des connectiques, on a plus de connectiques en fait que sur des tablettes concurrentes si on fait le parallèle avec l'iPad Pro. Oui, il y a de l'USB 3. Voilà, USB-C, il y a plusieurs ports USB-C. Il n'y a que de l'USB-C et il y a deux USB-C je crois et le port et le port pour le clavier. Ouais. Et leur surface connector là. Ouais. C'est ça, sachant que ils ont fait la pub pour le SSD remplaçable, voilà, pour dire ça reste quand même, voilà. On va retrouver dessus, alors la question qu'on va se poser au niveau des applications, ça va surtout être la compatibilité avec les apps sur ARM, puisque c'était un truc qu'on avait connu auparavant. Donc là, ils ont surtout montré tout ce qui est app autour de la productivité, donc du Office et du Chrome quand même, malgré tout. Au niveau de l'autonomie, ils annoncent 13 heures d'utilisation sur batterie en continu, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, au niveau tarif, ça pique bien fort, donc on est 1149 € en France. J'ai regardé du coup les tarifs en France, ils sont beaucoup plus élevés quand même. Pour juste la tablette nue en fait. Et après, il faut compléter ça avec le clavier, donc la type cover à 145 € et le Surface Pen là, que vous voyez à côté qui est à 145 € également, pour un total
Michel de Maryse de 1440 €. Tout Putain. à fait. Je continue les incrustes, tu vois. Donc le Surface Pen qui est en mode slim, là, qui s'incruste dans le clavier, ça c'est mignon, c'est joli. Ouais, voilà. quand tu le remontes, il se charge. Voilà, ça se charge dedans, l'intégration est plutôt bien faite. Au niveau design, il y a un vrai effort qui est fait, on voit qu'ils ont bien travaillé tout ça. Bon, Ce qui est intéressant que j'ai noté par rapport à ça, c'est que ils ouvrent une nouvelle ligne, une nouvelle gamme dans leur ligne Surface. Et ils arrivent en concurrence, ça c'est la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses que c'est vraiment en ligne frontale pour le coup, en comparaison de l'iPad Pro? ah mais c'est la cible. En fait, je pense que d'ailleurs, ils s'en cachent pas trop. Quand tu vois l'autonomie de la tablette, le fait qu'elle soit fanless, super fine, avec son stylet, son clavier, machin, tout ça, tu sens que la cible, c'est clairement l'iPad Pro. La seule différence qui existe maintenant entre ces deux produits, c'est que sur l'un, tu as un OS desktop et on te promet qu'on fait tourner toutes les apps. Et sur l'autre, tu as un iPad OS qui est un OS qui est fait pour les tablettes et pas du tout un OS desktop. Même si maintenant il a beaucoup évolué avec un gestionnaire de fichiers, tout un tas de trucs et tout ça, pourquoi pas. Et côté prix, c'est vrai que c'est pareil. Ouais, c'est ça. C'est pareil. La tendance, c'est à peu près la même chose. La caméra ne dépasse pas derrière, sinon c'est la même, ouais, bien sûr. Ça change tout. Ça change absolument tout. Non, c'est clairement la cible. Alors après, c'est les critiques que j'ai émises pendant la conf. Moi, je trouve que c'est le meilleur produit du refresh Surface qu'ils aient sorti. Mais j'ai toujours le vrai souci de l'OS. Hein. Quand tu l'as en mode tablette, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand tu achètes juste la tablette, parce que moi, par exemple, j'ai pas de clavier sur ça. J'ai pas acheté de clavier. Parce que j'en ressens pas le besoin. Je fais tout en dictée vocale ou à l'écrit. Enfin, c'est mon usage à moi. Quand je fais le montage vidéo, j'ai pas besoin de clavier. Au pire, j'utilise le clavier qui est sur l'écran, mais je saisis pas beaucoup de texte. Toutes les démos qu'ils ont faites, c'est sur Excel, Word et tout, donc ok, je comprends l'usage du clavier. Mais dans les faits, j'arrive pas à comprendre le positionnement de Microsoft avec ce produit-là. L'OS Bureau, c'est bien, mais est-ce que c'est la bonne interface? Tu vois, c'est ce que je disais, Windows 8 même, proposer une interface qui était plus adaptée au doigt et même au tactile de manière générale, avec les apps full screen, avec les gestes pour les fermer et tout ça, par rapport à Windows 10 aujourd'hui. Alors, on va en parler juste après de ça. Ouais, mais tu vois, moi, c'est le seul truc qui fait que je me dis, pour le prix, je pencherais quand même pour un iPad Pro plutôt que pour ça. En termes de performance, on est sur à peu près la même chose, hein, tu vois, donc il n'y a pas de souci avec ça. Il est en version 4G Always Connected. Voilà, tu vois, j'ai une 4G Always Connected. Hein. On est vraiment en frontal. Voilà, on est vraiment en frontal. Mais ils ont attaqué en fait ce segment. En fait, c'est un nouveau segment sur lequel Microsoft et Apple s'affrontent. Oui. Sauf qu'ils l'ont attaqué de deux côtés différents. Microsoft en descendant depuis le desktop vers ça. Et Apple en montant du téléphone vers ça. Exactement. Donc c'est marrant, ils vont se retrouver là-dessus. En fait, le segment, c'est autour de la productivité nomade. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Mais l'hyper-productivité avec des vrais outils pour produire. Exactement. Et là, et en fait, j'ai vraiment la sensation que l'iPad Pro est plus fait, on va dire, pour les créatifs. Et quand je dis créatif, c'est de manière large, c'est musique, vidéo, tout ce genre de trucs. Pour le multimédia, le dessin et tout ça. Et la Surface Pro X. La Surface Pro X, elle est plus, j'allais dire, pour les créatifs d'un autre genre. Pour les consultants PowerPoint. Les consultants PowerPoint, non. Les gens qui font du code aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ton clavier, ta souris? Alors, ARM, non, mais pour faire du code, ça va être compliqué. Il y a une limite, effectivement. Mais tu vois, enfin, c'est pas le même type de créatif, en fait. Des gens qui vont peut-être, effectivement, faire de la saisie de texte et tout ça, même si le stylet est très bon. Mais encore une fois, les outils graphiques proposés sur iPad, pour moi, sont à des années-lumière de ce qui est proposé sur Surface et sur Windows de manière globale. Donc là, on est sur le niveau de l'OS. Ouais. On parle de l'OS et du coup des logiciels et l'écosystème logiciel. Donc, ok, ils nous ont fait une démo d'une fille avec les outils Adobe, machin et tout, mais il y a des outils comme Procreate et autres qui sont mais tellement mieux pensés. On n'a pas voulu faire rentrer Photoshop au forceps dedans, quoi. Donc, même si Photoshop existe aussi sur iPad, mais c'est pour ça qu'en fait, je comprends pas le choix de cette Surface Pro X
par rapport à Moi, je pense que ça. c'est Et le effectivement, double clic, ouais, clairement. c'est effectivement essentiellement pour la bureautique, donc c'est la productivité autour de la Bah suite oui. Office. C'est vraiment mettre la suite Office en mode le vrai Office C'est complet, en mode Prendre des mobile, notes avec utilisable. OneNote à la limite, voilà. Ouais, OneNote, ton Outlook, ton PowerPoint, ton Word, enfin Ouais, tout. c'est tourné autour des produits Microsoft. Je pense que c'est un produit pour aller utiliser les usages des services Microsoft, Office notamment, Ouais. en mobilité. Ouais, mais vu le prix, enfin, c'est ça qui me sidère. Bah pour les pros, À ce non, prix-là, pour les pros, moi ça me choque pas pour les pros. Ouais. Alors, on revient sur la partie Windows et ARM, puisque c'est une vraie crainte pour tout le monde. Tu parlais des applis, effectivement. Oui. Il y a aussi, il faut se rappeler l'historique, puisqu'on avait eu droit à un Windows RT à l'époque, qui tournait déjà sur ARM, sur lequel on avait été mal servi en termes d'applications, c'était mal été supporté. Là, ils promettent effectivement l'ouverture des applications Win32, donc les principales applications qui tournent sur le PC actuellement, via émulation sur ARM, et du coup, pas que cantonné au store. Donc on ouvre quand même la porte par rapport à ce qu'il y avait avant sur Windows RT, et pas que les applis universelles qui étaient limitées. Donc on a plus de choses compatibles. Par contre, attention, les compatibilités vont pas supporter, cette tablette-là ne va pas supporter les apps en 64 bits, sachant qu'elles devront être développées spécifiquement pour 64 bits ARM. Ouais. Donc faire attention à ça. Photoshop par exemple, il est ciblé par ça. Exactement. Par contre, il y a d'autres applis, par exemple Slack qui a une version 32-64 bits. Ben, la version 64 bits ne fonctionnera pas, mais vous pourrez installer la version 32. C'est rigolo quand Apple fait le move opposé avec Catalina. Bon, après, c'est pas le même SOC et tout ça, mais où il n'y a plus du tout d'appli 32 bits qui existe sur Mac. C'est fini. Ouais. Depuis mardi. Depuis la dernière mise à jour, tout à fait. Depuis lundi soir, c'est fini. Donc bon, mais là tu supportes 64 bits, mais pas, en fait, tu récupères pas l'existant. T'as pas la compatibilité ascendante, donc tu devras faire un portage là-dessus. Donc voilà. C'est mieux qu'avant, mais c'est pas non plus idéal. Sachant qu'en plus, même la compatibilité 32 bits, il faudra voir à l'usage en termes d'émulation. Ça restera une émulation software, si au niveau perf, c'est pas trop pénalisant. C'est parfait. Voilà, pour la Surface Pro X, on continue dans la gamme, puisque c'est pas la seule bestiole qui a été rajoutée. Il y a la Surface Neo, la Neo qui est arrivée, qui est, elle, une petite machine avec 2 écrans pliables, comme ça, voilà. 2 x 9 pouces. C'est grand, 9 pouces. 2 écrans tactiles 9 pouces, qui est clairement inspiré d'un ancien projet qu'ils avaient chez eux, qui est Courrier. Effectivement, on est plutôt dans l'aboutissement de ce qu'aurait pu être Courrier à l'époque. Courrier avait un bouton central. C'est vrai. Bon, bah, il y est, tu vois, en bas à gauche. Non, il y avait un vrai bouton central entre les 2 écrans, tout ça. Le concept avait été poussé très loin, avec un dos en cuir pour rappeler le carnet, tout ça. Franchement, le concept Courrier avait la classe à côté de ça. Mais bon. Oh, moi je trouve ça classe, mais austère en fait. Ah oui, mais clairement. Enfin, c'est classe, mais austère. On dirait que tu as collé 2 écrans l'un à côté de l'autre. C'est pas en termes de matériel, ça manque un peu d'âme, quoi. La charnière est. C'est un style de design. Oui, mais ça manque un peu d'âme. Ok, bon, si tu veux. Des goûts et les couleurs. Ouais. Alors, c'est construit autour de la plateforme Intel Lakefield, donc qui est un système on chip que Intel propose dans sa gamme. Je vais vous le mettre direct, comme ça vous donne un petit ordre d'idée. Donc, c'est une petite carte mère qui est comme ça, où il y a tout intégré dessus. Et pour vous donner un ordre d'idée de la taille de la bestiole, il suffit de regarder le port USB-C à droite, là, ou le port SIM au milieu. Vous allez voir que c'est relativement petit. Donc, c'est ce qui a permis d'intégrer ça dans une si petite bestiole. Et donc c'est une des premières plateformes qui sort, hardware, qui intègre ce système-là de la part d'Intel. Voilà. Donc c'est intéressant ce système on-chip, puisqu'il est gravé en 10 nanomètres, et surtout ils ont empilé pas mal de corps. En fait, Intel a reproduit beaucoup ce qui se fait du côté ARM, avec les architectures Big Little, etc., mais avec des processeurs x86. Donc là, on n'est plus sur de l'ARM, du coup, on est sur du vrai x86, mais construit autour d'Intel qui s'est inspiré de ce que pouvait faire ARM en termes d'architecture de processeurs. Donc c'est assez intéressant. Il y a un gros travail quand même sur le design malgré tout. Oui. Il y a un vrai style. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a moins d'âme, c'est plus austère, mais il y a un vrai style sur le design qui a été vraiment travaillé. C'est pas juste un produit sorti comme ça sur le coin de la table. Et la grosse particularité de ce système-là, c'est qu'il y a un Windows qui a été construit sur mesure pour cette plateforme hardware. Le Windows 10X. Voilà, on va en reparler juste après. Ils ont mis une vraie charnière avec 2 écrans du coup qui ne sont pas pliables. Donc ils ont misé clairement sur la sécurité. On a bien vu avec le Galaxy Fold notamment que les écrans pliables, c'est pas encore ça. Ça commence à sortir, mais en termes de vrais produits qui va être utilisé au quotidien, robuste sur la durée, c'est pas ça. Voilà, il y a un véritable clavier qui est disponible également. Donc là, il y a des usages que tu vas pouvoir faire comme ça. Donc tu vas pouvoir le mettre en mode portable ou laptop avec un clavier tactile, mais pas que. Tu vas pouvoir ajouter un petit cover par-dessus qui vient se poser sur l'écran avec des vraies touches.
C'est extrêmement malin. Et surtout, ça fait pas toute la surface de l'écran, donc tu as accès à soit une Wonder Bar, là, avec une partie tactile qui reprend un peu la touch bar des derniers MacBook. Ou sinon, si tu le glisses dans l'autre sens, tu vas pouvoir récupérer une partie de l'écran tactile pour t'en servir comme un pavé tactile pour le PC. Donc ça, je trouve ça vachement malin de leur part. C'est assez intéressant. Ça permet d'utiliser à la fois du tactile mais avec du clavier, donc tu restes quand même dans une partie productivité intéressante, sachant que le clavier... Mais il ne faut pas fermer par contre la charnière. Non, ça ne s'intègre pas dedans. C'est ça. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Tu peux aussi le mettre comme ça, le clavier devant, et ça en mode livre direct. Tu vois que les deux écrans du coup servent en multi-écran. Tu peux utiliser également le Surface Pen Slim qu'il y avait derrière pour l'aimanter derrière l'écran. Il faut le poser à côté en fait quand tu le plies. C'est marrant. Pourquoi pas? Se charge. Et en plus il se charge tout à fait. Et voilà, tu as un usage. Donc tu as des applis qui vont s'adapter, où tu vas pouvoir soit avoir une appli sur chaque côté, soit une appli qui déborde en fait avec un deuxième volet sur le deuxième écran. Je trouve dommage ces grands bords en haut en bas pour y mettre rien en fait. Sur le concept, mais bon. Ouais, au niveau design, c'est le truc un peu limite, mais en fait, comme les bords extérieurs sont relativement fins, ça, c'est moins... J'aurais préféré un équilibre, un peu plus d'équilibre. Ah ouais, tu crois? Ouais. Ouais, c'est vrai que je les ai vus la première fois, mais petit à petit, ça te choque moins? Non, ça me choque moins. On dirait deux anciens iPads qu'on... Des iPads mini, on dirait, effectivement, collés dessus. Et le courrier, c'était ça. Voilà, hein. Avec la couverture en cuir en dessous, qui se repliait. Mais on n'est pas loin quand même, hein. Franchement. Non, on n'est pas très loin avec le bouton au milieu. Il y avait d'ailleurs pas que ce bouton, il y avait d'autres trucs qui étaient prévus au milieu, hein. Des raccourcis en particulier. Et voilà, et on était avec, avec cet usage double écran, on passait d'un écran à l'autre. Enfin voilà. Et donc le Windows 10X qui arrive avec tout ça, c'est un Windows 10X qui est du coup en fait c'est un nouvel OS. Il faut le considérer comme un vrai OS. Il est quand même développé autour de Windows Core OS, qui est le nouveau noyau de Windows qu'ils ont extrait de la partie desktop, qui est partagé avec tout le reste des plateformes qu'ils proposent, HoloLens, Xbox, PC, tout ça évidemment. Par contre, ils ont développé dessus toutes les couches de l'OS qui viennent par-dessus, l'interface graphique et tout ça est redéveloppé. Le menu démarrer également, vous l'avez vu, il est là. Ouais. Donc l'écran à gauche affiche le nouveau menu démarrer. Donc on n'est plus sur un écran avec des tuiles. On est sur un écran qui rappelle malgré tout l'écran de Windows 10 desktop classique, en fait, la partie à gauche en fait surtout sans les tuiles, avec les applis récentes, la recherche et tout ça. Donc ils ont repensé à ça, mais pas que, c'est-à-dire que toute l'interface de l'OS a changé derrière. On n'a pas tous les détails par contre encore. Ouais, il va falloir travailler sur ça. Ouais, ils ont annoncé ça pour plus tard. Les apps, donc on est sur un processeur Intel, donc compatible x86, donc là on récupère toutes les apps Win32. Par contre, elles sont exécutées via un système de conteneurisation sandbox, on ne sait pas trop, c'est pas très clair. Donc à voir si en termes de perf, pareil, ça tient la route. Sortie fin 2020, donc on a encore le temps de voir venir. Et également, il y aura d'autres partenaires, Dell et HP, qui vont annoncer des form factors similaires double écran. Qui vont intégrer dans leur hardware du Windows 10X dans un truc similaire, pliable, machin, milieu. Donc c'est un peu ça, ouais. À suivre. Pas de prix. Non, pas de prix encore, on est encore loin, sans doute cher, mais on est encore très loin. Mais tu vois, en termes d'interface, afficher ce bureau à droite, vide, enfin, je sais pas, moi, il y a vraiment plein de choses qui me choquent dans... T'as la barre des tâches en bas, non? Ouais, mais franchement... c'est la barre de notification que t'as en haut, donc ça, c'est pas... Ouais. Mais vide, oui, non, je sais pas. Après, on est loin du produit final. Bien sûr, on est loin du produit final, mais alors là, pour moi, ça, c'est moche, hein. Moche sur 20, hein. Et en termes de facilité d'utilisation, je comprends pas trop, quoi. Et c'est vrai que j'ai longtemps critiqué par exemple l'iPad avec le fait qu'effectivement on dérive directement sur la liste des applications, mais finalement à l'usage on se rend compte qu'il y a peut-être pas plus pratique. C'est comme sur Android finalement, quand tu arrives, tu as mis tes raccourcis et tes trucs comme ça. Je ne sais pas. Ouais, mais en fait, peut-être que tu n'auras pas... Là, il le montre pour mettre le logo Windows, je pense, mais en fait, tu auras toujours une appli dessus, tu vas pas avoir ça. Sauf que sur iPad, pour prendre exemple, c'est pareil sur de tablette, mais tu reviens au bureau pour récupérer tes icônes d'application. Là, en fait, tu vas ouvrir ton menu par-dessus les applis que tu as déjà. Donc, je suis pas convaincu qu'en fait, le bureau vide, tu l'aies souvent sous les yeux. Je veux voir. En tout cas, la démo qu'ils ont faite, tout ce qu'on voyait, c'était un paysage sur les deux écrans. Oui, là. On est loin du produit. Et là, tu te dis à quoi ça sert. On est loin du produit fini. On continue dans les annonces, puisque One More Thing oblige chez Microsoft, on a eu droit à un nouveau produit Surface encore plus petit, qui est le Surface Duo. Celui-ci, par contre... Le même en plus petit. Mais le même, pas tout à fait. Non. Parce que là, on est sur un smartphone, pliable, double écran, mais c'est pas un écran pliable, c'est deux écrans encore une fois, deux écrans de 5,6 pouces. Et là, l'OS, c'est du
Android. Et voilà. Donc c'est d'une part le retour de Microsoft dans le milieu des smartphones, mais comme il l'avait dit, il ne reviendrait qu'avec un truc original, avec un design éprouvé, et des cas d'usage bien particuliers. Donc on est vraiment sur une réponse clairement originale par rapport à ce qui se fait ailleurs, y compris même sur les Galaxy Fold qu'on peut avoir en face. Ah oui, mais là quand tu vois l'interface, pour le coup, elle est vraiment bien pensée. Tu vas voir, enfin, je sais pas si tu as mis d'autres images après derrière. Oui, mais de l'interface à proprement parler. Ouais, mais en fait, oui, c'est Android. Hein, c'est Android. Alors, sachant que Microsoft a clairement travaillé avec Google, ils l'ont dit, hein, sur la partie intégration, y compris sur le travail sur le double écran. On le sait, Google a récemment beaucoup travaillé sur la dernière version d'Android, la 10, là, sur la gestion du double écran, au niveau de l'OS directement, et du coup des applications. Mais du coup, c'est un des premiers appareils qui en bénéficie dans la démo qui est ici. Ils ont dit qu'ils étaient travaillé étroitement avec Google quand même. Hein. On voit. On a vu le Play Store dans la démo et tout. Le communiqué de Google est assez intéressant là-dessus parce que ça fait clairement yes, on a gagné la guerre. Ils viennent chez nous, c'est la preuve qu'on a gagné. On est content que Microsoft débarque. Quoi. Voilà, t'as ton Outlook d'un côté, tes icônes sur ton bureau à droite, tout ça. Donc là, du connu, du classique. C'est complètement logique en fait dans la démarche de Microsoft parce qu'en plus de choisir Android, sachant que maintenant, Android, tu peux quasiment le transformer en univers Microsoft. Ah, bien sûr. T'as le launcher, t'as les applis Office, t'as le OneNote, t'as tout ça, vraiment adapté au smartphone, du coup à l'usage mobile. Tout ça, c'est complètement dans la logique de ce que construit... là-dessus, c'est vrai. Vivement le Kindle, ouais. C'est dans la logique de ce que construit Microsoft depuis un moment. OneDrive, tout ça, évidemment. Le Play Store, tu l'as dit, est présent, ça veut dire qu'on aura accès à toutes les applis Android. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça veut dire qu'on devra gérer le double compte Microsoft et Google? Je pense que oui. Je pense que oui, tu vas avoir. C'est là où l'expérience utilisateur est un peu moyenne, c'est que tu vas avoir le double compte à gérer. Ouais. Tu vas avoir le double compte à gérer parce que tu es sur un téléphone Android avec une surcouche Microsoft qui nécessite un compte Microsoft. Là, malheureusement, je pense que tu vas pas y couper. Vu que Microsoft n'est pas maître de l'OS, pour le coup, du store d'app et tout ça, raté. Ouais, bon, dommage. Voilà. Dommage. Quoi qu'il en soit, c'est un vrai Android. C'est pas un fork qui a été modifié par Microsoft. Non. Ils ont pas du tout l'intérêt à le faire. Donc c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'il devrait y avoir un bon suivi des mises à jour derrière de l'OS. C'est plutôt cool. On n'en sait pas plus encore sur la plateforme en termes de perf, d'intégration, etc. Ils ont dit pendant la démo que c'était un Snapdragon 855, je crois, mais c'est probablement pas... Ça va peut-être changer d'ici la fin de l'année prochaine. Le truc, c'est qu'en plus, tu vas pouvoir tellement défoncer la surcouche, il va y avoir des trucs dans tous les sens. Sûrement, ouais. Tu vas pouvoir le rendre pur Google, certainement. Je suis ultra curieux de cet appareil-là. Ouais. Bon, après, le seul truc, c'est qu'effectivement, pour le moment, ça relève du prototype. Mais c'est le genre d'appareil qu'on verra avec un appareil photo malheureusement merdique ou ce genre de truc. Oui. Je pense que le souci, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait non seulement des killer features, mais qu'il y ait aussi des killer features dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'appareil photo qui te donne envie de pas passer dessus. Des stop features. Ouais, des stop features, ouais, c'est ça. Donc, bon. Ouais, l'appareil photo, probablement, vu l'épaisseur du truc, ça peut être un truc ça peut être une tuerie. Hein. Ça devrait pas être une tuerie. Il faut voir les performances, tu vois, mais en vidéo, en plein de trucs. Donc bon. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, mais c'est un outil pour travailler, hein, puisqu'on est chez Microsoft. C'est un outil pour faire du Excel, c'est parfait. C'est exactement ça. Tiens, j'avais oublié de mettre celle-là. Donc, quand même, tu peux t'en servir d'un deuxième écran pour la partie tactile du clavier, pardon. Ça te fait un beau clavier. Du coup, la gamme Surface complète se résume à ça. Tu vois, si tu mets tout le monde bout à bout, donc on voit un petit peu le positionnement possible de chacun des appareils. Il y a toujours la Surface Go, mais génération précédente, il n'y a pas eu de refresh sur celle-là. Ouais. Du coup, il couvre beaucoup d'usages. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se... Pas de 5G, pas de Wi-Fi 6. Qui se recouvrent. Sur tous les appareils. Il y a Wi-Fi 6, il y a du Wi-Fi 5 et du Wi-Fi 6. Ouais, il y a un peu de mélange. Je crois que c'est la... En plus, alors, c'est même pire que la ça. Pro X l'est pas. C'est pire que ça. Je sais plus. Il y a un truc... J'ai regardé le Surface Laptop 3. Si tu prends le 13 et le 15, oui, il y en a un avec le Wi-Fi 5 et l'autre avec le Wi-Fi 6. C'est ça. Et ça dépend si tu es avec le chip Intel ou pas. C'est-à-dire que le chip Intel, tu as le Wi-Fi 6, mais et pas le Ryzen, tu es en Wi-Fi 5. C'est ça. Donc plus de performance avec le AMD, voilà. Mais un Wi-Fi moins bon. Ouais, enfin... Pas moins bon, on s'en fout un peu, mais à vrai dire... Mais c'est bizarre quand même de se dire, bon... Bah non, mais c'est en fait, comme c'est une plateforme qui prennent, ça vient avec la plateforme. Bah, en fait, sûr, ils n'ont pas trop le choix de ça. Mais du coup, ça crée une... Ça crée une disparité dans la gamme un peu chelou. Exactement. Voilà, donc tu vois, la productivité, ils ont encore le Surface Book... Voilà. C'est le bordel. C'est le bordel, le configurateur. Tu m'étonnes. Oui, c'est un peu compliqué à gérer. Alors, je veux le Wi-Fi 6, mais avec de l'AMD. Non, c'est surtout les couleurs. Pouces. Raté.
Tu choisis tes couleurs, mais après tu choisis ton processeur, mais du coup des trucs qui s'allument et qui s'éteignent, tu sais pas si Tu c'est sais parce pas que si c'est c'est- dispo, ouais. pas dispo, si la bonne couleur et tout. Donc c'est un Ouais, peu, tous les effectivement, couleurs n'ont pas tous les pros, etc. voilà, c'est vrai que c'est un peu le bordel. Oui, je voulais conclure par un dernier truc autour de la stratégie de Microsoft qui s'inscrit autour de ces hardware-là. Déjà, par rapport à ce qu'on a dit sur Android, effectivement, c'est la suite logique de l'intégration de Microsoft dans l'écosystème Android. Donc là, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et puis surtout, ce qui se cache derrière, c'est que c'est pas un aveu d'échec de Microsoft complètement autour de l'OS, c'est surtout une orientation stratégique où ils se disent que l'OS, c'est plus leur centre d'intérêt. Ça, on l'avait vu venir depuis longtemps. Et pour eux, c'est juste, alors c'est Satya Nadella qui dit ça directement, c'est que l'OS n'est plus la couche la plus importante, mais qu'ils vont plutôt s'orienter vers le modèle d'application qui va dessus, l'expérience en général, et le lien entre tout ça. Pour le moment, c'est mal barré. Hein, avec le le lien Google Play Store plus machin, le lien. Et le lien entre tout ça, ils le mettent en avant par l'intégration du Microsoft Graph. Oui, c'est ça. Alors le Microsoft Graph, c'est un bien grand mot. Ça peut faire peur par rapport à tout ce qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, la volonté de tout fédérer par réseaux sociaux. Mais la partie qui vous allez peut-être toucher du doigt le plus facilement, ça va être l'historique des applications. Tu sais, quand tu fais ça, tu vas retrouver ton historique synchronisé à travers tes différents devices et tout ça, quelle que soit la plateforme, y compris le fait que tu vas avoir des appareils d'écosystèmes différents. Donc ils vont peut-être te fédérer la continuité à des plateformes différentes. Ça, c'est hyper intéressant comme travail. Notamment de te dire, tu as commencé à travailler sur OneNote sur mobile, je te garde l'historique avec la note que tu avais ouverte pour pouvoir l'ouvrir sur ta surface, quel que soit avec le même document. Donc c'est intéressant comme démarche de rendre ça transverse aux plateformes, y compris aux OS qui le gèrent. Voilà. Alors oui, dernière parenthèse, après on ferme la news. Ça peut surprendre qu'ils annoncent tout ça maintenant pour une sortie fin 2020, mais il faut s'imaginer que derrière tout ça, ils ouvrent pas mal de choses. Et ils veulent en fait prendre de l'avance avant la sortie du produit pour être sûr que quand ça sorte, il soit d'une part attendu et géré, c'est-à-dire que le marché soit prêt, et notamment qu'ils embarquaient tous les développeurs derrière pour soit porter les applications, soit développer de nouvelles pour les gérer derrière. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Là, c'est quand tu vas voir débarquer tous les constructeurs chinois qui vont sortir leur duo à eux avec Android 10 et tout machin, qui vont sortir avant, d'ici 6 mois, tu les as sur le marché. Ça va devenir compliqué, il va falloir de gros arguments aussi pour Microsoft en termes de software, ils vont pouvoir. Ouais. Mais quand tu vas avoir le choix entre, je sais pas moi, un Huawei peut-être pas un Huawei parce que c'est pas le bon exemple, mais un Xiaomi Mi Mix 4 ou Mi Mix 5 ou 10 ou je ne sais quoi, qui sort avec un double écran comme ça, avec un capteur photo de malade et tout ça, à un prix sans doute défiant toute concurrence, ça va être compliqué en fait. Donc, bon. Dell aussi, j'attends beaucoup Dell sur ce qu'ils vont proposer par rapport à ça. Ils avaient déjà fait ça à l'époque des Windows Phone, des Dell avec des form factors un peu sympas, avec des claviers et tout. Les tablettes aussi, les Dell Venue qui avaient des Dell Venue Pro et tout ça, ils avaient déjà travaillé ces hardware-là. On en a une ici d'ailleurs. Et donc je pense qu'ils vont revenir là-dessus. On va suivre. On verra. Bon, fini les surfaces, mais on continue un peu dans Windows. Dans la continuité. Dans la continuité, belle transition. On va parler de Windows 10 Continuity. Quelle belle association de mots. Puisque il y a eu une petite annonce autour de la fonction Votre téléphone, Your Phone, qui est dans Windows 10, qui vous permet de synchroniser une partie de choses entre votre téléphone Android et votre Windows 10. Ils ont rajouté des fonctions, alors ils ont rajouté plein de trucs. Dernièrement, il y avait le niveau de batterie déjà, les fonds d'écran qui étaient synchronisés et tout. Et là, ils ont rajouté l'appel. Synchronisation des appels. Tu reçois tes appels, toi, du coup? Tu vas essayer ou pas? Non, faut être Windows Insider en Fast Ring dernière version. Et là, j'ai pas trop envie, alors je l'ai fait, la dernière version en fait de Windows 10, j'étais Fast Ring Insider. J'en ai bien chié sur la fin. Donc t'as dit stop. Donc j'ai dit stop, sachant qu'en plus, je l'avais fait sur mon laptop principal. Donc c'était un peu compliqué d'avoir des écrans bleus sur des écrans bleus. Donc voilà, donc là je l'ai parfait. Mais c'est très tentant, il y a plein de choses que j'aimerais bien tester dessus, notamment le WSL2, là, le système sur le système Linux 2. Ça va arriver. Ça arrivera. Donc là, ça fait quoi? Ça synchronise tes appels, donc tu vas pouvoir décrocher depuis ton PC. Ouais, passer un appel depuis ton PC aussi. Passer un appel depuis ton PC, répondre à SMS, tu peux déjà le faire. Ça nécessite un Android version 7 minimum, Nougat, et du Bluetooth, puisque en fait l'appairage se fait par Bluetooth, et en fait le PC agit ni plus ni moins comme une oreillette Bluetooth sur le téléphone. Ouais, voilà. Il y a Bluetooth et Wi-Fi. Et encore une fois, c'est d'autant plus logique vu le move qu'est en train de faire Microsoft sur Android. Ça marche très bien dans l'univers Apple depuis déjà 2 ou 3 ans.
Et ils ont même, dans iOS 13, j'ai vu ça tout à l'heure, j'avais un appel téléphonique. À un moment, j'ai voulu basculer sur mon oreillette. Et j'ai appuyé dessus et il y avait mon Mac mini qui était connecté sur le même réseau. Il m'a proposé même de basculer sur le Mac l'appel. Ah, c'est bien. Donc c'était vraiment pas mal, quoi. Oui, on est vraiment. Ben, c'est Apple Continuity, c'est le Oui, c'est ça. continuité. Mais c'est la même chose qu'ils sont en train de faire petit à petit Microsoft avec l'OS du coup Android. Ça, Ouais, c'est c'est très intéressant bien. comme move. Très très bien. On continue dans le téléphone. Yeah. On va parler d'un Plutôt smartphone. 4-5 ans, oui, peut-être 4-5 ans, Ghost Dragon. Un smartphone méga chelou. Ah ouais, le projet J'aime. Project J'aime. Alors t'aimes ou t'aimes pas? Non, j'aime ou j'aime pas. Bon, on va voir si à la fin on aime ou on n'aime pas. Donc, qu'est-ce que c'est le projet J'aime? C'est le C'est nouveau une télécommande. bébé, ouais, de Essential, la boîte de Andy Rubin, vous savez, celui qui avait été débarqué de chez Google avec un gros chèque suite à des allégations Oui. Bah, c'était pas harcèlement sexuel, mais ouais, c'était de demander des faveurs sexuelles, je crois, à des femmes qui étaient sous lui en termes hiérarchiques ou un truc comme ça. Oh, Donc, bon. merci de préciser en termes hiérarchiques. Voilà, je précise, hein, voilà. Donc bon, voilà. Du coup, il a monté cette boîte Essential il y a un moment. Essential qui est d'ailleurs sont toujours les premiers téléphones à avoir sur les mises à jour, même avant les pixels, c'est assez impressionnant. Ils en ont fait qu'un seul, le Essential Phone, hein, d'ailleurs. Oui. C'est le premier à sortir le notch. Et là, ils nous sortent donc un téléphone avec un format tout allongé et une petite caméra intégrée à l'écran, une petite bulle, comme on l'appelle chez Samsung, que vous voyez en haut à gauche. Qui, voilà, un form factor un poil chelou, une interface un poil chelou aussi, quand même. Tu sens que c'est basé sur du Android avec une belle surcouche, j'ai l'impression. Tu vois, quand tu vois ça, c'est... Ça fait vraiment télécommande. On dirait que les applications sont en pause, là, en fait. Et quand tu cliques dessus, il te l'affiche en grand. Puis quand tu la quittes, hop, elle... Ouais, t'as l'impression que c'est le slider, enfin le task manager, le multitâche. Là, ouais. t'as vraiment l'impression d'avoir une télécommande, quoi. Ouais. Avec l'horloge en haut, ça fait super bizarre. Au moins, il rentre en largeur dans les poches. C'est vraiment RT. Ah, mais en longueur, pas sûr. Surtout, et alors t'as un autre truc, c'est que t'as l'appareil photo qui dépasse de fou derrière, quoi. T'as une grosse De bulle. fou, pas plus que sur un iPhone. Hein. Capteur d'empreinte digitale. Derrière, sur le dos, tout à fait. Bah après, vu la position dans laquelle tu vas le tenir, c'est tout à fait logique, vu la longueur du truc. On dirait une biscotte. Non, Ah, c'est une trop ça. cracotte plutôt. Parce qu'une biscotte, c'est un peu plus carré. C'est vrai, c'est vrai. Là, ça fait plus cracotte. Voilà, alors on peut se poser la question de effectivement l'OS derrière. Bon, ça a l'air d'être de l'Android parce que là-haut, t'as les boutons, t'as un bouton retour et tout ça, mais bien custom. À On peut se poser la question. ça sert? On peut se poser la question de la compatibilité des apps aussi. C'est-à-dire que comment les apps vont rentrer dans une taille d'écran comme ça. Sachant que moi, j'ai déjà du mal. Je fais pas mal d'écrans splittés en fait sur mon téléphone. Et souvent ça donne des trucs très bizarres. Hein. Et t'as des apps qui le supportent très très mal. Ouais. Donc là-dessus, j'imagine même pas les apps qui fonctionneront ou fonctionneront pas. Hein. L'idée est pas bête, hein. Ah, mais au moins c'est différenciant. T'as un petit smartphone comme ça, t'imagines avec une petite eSIM, dual SIM. T'as ton gros téléphone que tu utilises tous les jours, quoi. Et quand t'as besoin d'un petit téléphone, genre tu pars en soirée, je sais pas quoi, machin. Pourquoi pas? Je ne sais pas. C'est étrange. J'arrive pas à imaginer les usages derrière, en tout cas. C'est super chelou. Oui. Mais il faudra voir la présentation officielle. Je pense que là, ils ont sorti ça pour faire un peu buzzer le truc. Pour créer le buzz. Créer un peu d'attente, voir un peu si... Même ce que les gens vont proposer, d'ailleurs. Je pense qu'ils sont à l'écoute, justement, de ce que les gens vont proposer comme usage et autres. Donc en tout cas, l'interface a l'air très, très propre. C'est plutôt joli, clairement. Résultat, j'aime pas. Résultat, j'aime pas, nous dit Smarties. Bon, résultat, je ne sais pas en fait. J'attends de voir. Bon, Tesla qui a annoncé sa mise à jour. Je sais plus laquelle c'est la 10, je sais plus combien, enfin bref. Je sais plus combien c'était, mais... La mise à jour qui fait bien rire. C'est la 10.0. Ouais, la mise à jour, bon, ils ont rajouté plein de trucs dessus, hein, comme Cuphead, tout ça, vous pouvez jouer dans la caisse, enfin bref. Comme d'hab, il y a plein de trucs rigolos, mais surtout il y avait la fonction Summon. Donc c'est la fonction, c'est... je crois qu'elle s'appelle Come to Me ou un truc comme ça. Smart Summon. Sur l'application. Ouais. Donc quand vous appuyez dessus, en gros la voiture est garée dans le parking, elle sort de sa place et elle vient vous chercher devant le centre commercial par exemple, puisque c'est l'exemple qui est souvent donné. Bon, le souci c'est qu'en fait la Tesla, les démos ont été faites, il y en a beaucoup que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Eh bien ça merde par moment. Alors ça va du truc un peu rigolo. Genre la bagnole avait 3 plombes à sortir de sa place parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, elle s'arrête. Ouais. Du coup, elle sort jamais en disant non, il y a quelqu'un, je veux pas sortir, je vais risque d'écraser quelqu'un. Bon, ça encore, ça peut être un peu rigolo. C'est-à-dire que ça marche pas, point. Il y en a d'autres où par contre, ça frôle la catastrophe. C'est-à-dire que les capteurs ne sont pas capables de voir certains trucs dans certains angles. Donc,
tamponner des petits chariots, des pare-chocs. Voilà, ça, malheureusement, c'est pas parfait. Donc la NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration, attention, qui est chargée de la sécurité routière, donc en gros, a indiqué qu'elle suivait de près tous les accidents et tous les petits trucs qui étaient montrés. Donc voilà, elle va commencer à rassembler des informations pour une enquête formelle sans doute. Ça fait partie d'ailleurs de la démo officielle de Tesla, qui elle évidemment fonctionne super bien, hein. Ça va de soi. Bon, le Smart Summon, c'est voilà, elle vient vous rejoindre directement. Il faut savoir un truc, c'est que sur l'application, vous voyez en temps réel ce qui se passe. C'est-à-dire que si elle croise un piéton, elle dit il y a un piéton, donc elle est en attente. Ou un autre véhicule et tout ça, elle vous indique un petit peu ce qu'il en est. Par contre, ce que dit Tesla, c'est qu'en fait, c'est vous qui êtes responsable de la voiture et pas l'autopilote. Donc si jamais elle s'approche d'un piéton qu'elle n'a pas vu et qu'elle va écraser, c'est à vous d'appuyer sur stop sur votre téléphone. Il y a un bouton stop sur le téléphone. Voilà. Okay. Un gros bouton, c'est comme dans les machines. Donc il faut toujours être prêt à appuyer pour éviter qu'elle tape un autre véhicule ou voilà. Elle détecte pas tous les obstacles, les vélos et autres voitures qui pourraient se jeter sous les pièces. Ça pour vendre des pièces de carrosserie de rechange. C'est un peu ça, Lionel. Donc Elon Musk quand même a indiqué que depuis la sortie, c'est-à-dire il y a maintenant quelques jours, enfin une semaine, tout au mieux, ça a déjà été utilisé par un demi-million de fois. Enfin, par les utilisateurs Tesla, un demi-million de fois ça a été utilisé. Après, les gens ont aussi fait n'importe quoi avec. Après le déploiement de la bêta publique. Oui, ils ont fait un peu n'importe quoi avec. Les gens, ils ont testé les limites du truc, quoi, avec, ils se jetaient devant, ils jetaient des... Il y avait un truc avec un squelette, effectivement, enfin, c'est n'importe quoi. Et après, t'as des trucs qui étaient rigolos avec les gens aussi qui savaient pas interagir avec. C'était marrant sur les parkings. Faut laisser le doigt sur l'app, non? Quand tu lâches, ça s'arrête. C'est peut-être ça, ouais. J'ai pas trop fait gaffe, mais oui, peut-être qu'effectivement, tu dois garder ton doigt appuyé dessus et ensuite la voiture s'arrête. Mais alors, elle tente une des vidéos les plus connues où elle tente une manœuvre. Mais c'est un truc, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Oui, c'est ça. Il y a un pick-up qui arrive, qui veut passer, il dit, mais putain, et la voiture repart pour se garer du coup, mais il y a un piéton à côté, alors du coup ça fout le bordel. Elle est en panique. Enfin, elle est en panique totale, quoi. Bah, c'est un peu comme quand t'es en face de quelqu'un, puis tu dis, ah, tu passes à droite ou tu passes à gauche, tu sais, c'est un peu comme ça, sauf que là, t'es avec une personne et une voiture autonome, et là, ils savent pas interagir. C'est toujours la complexité. Voilà. C'est un petit peu chiant. Légal en France, je pense pas encore. Hein. Non. Pour le moment, d'ailleurs, je crois pas que la fonction Smart Summon soit activée chez nous. Ils disent d'ailleurs qu'il faut l'utiliser dans des parkings de supermarchés ou parkings privés, et il faut voir la voiture quand on fait ça. Alors, on l'envoie pas à travers la ville nous chercher, quoi. Ouais, carrément. Linksys Aware. Ah, tu es aware. Comme Jean-Claude Van Damme. Ah tiens, les vélos. C'est les vélopes que je voulais noter, mais la correction automatique a tapé les vélos en haut. Ah, les vélos ici, d'accord, mais voilà, en bas c'était bon. Bon, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez peut-être les Linksys Velop. Je crois que d'ailleurs c'est de ça qui est équipé, je sais pas si c'est Orbi ou Velop, mais je crois que c'est Velop, qui est équipé Nelliger chez lui, dans sa maison, Nelliger. Et bien en fait ça permet quoi? Ça permet de détecter les gens grâce au Wi-Fi. C'est génial, grâce au mesh. C'est merveilleux. Grâce au Wi-Fi mesh, exactement. Les variations de Wi-Fi disent il y a quelqu'un dans la maison, donc du coup on peut t'envoyer une alerte. Alors par contre c'est pas gratos, hein. Il y a le monitor motion machin, c'est payant. Ah les malins. 25 $ l'année. Ah les bâtards. Ou 3 $ par mois. Voilà, c'est évidemment payant. Alors l'idée est pas mauvaise, hein. Parce que en plus je pense que ça peut être un capteur de mouvement qui peut être ultra précis. Et qui surtout couvre plusieurs surfaces sans que tu aies besoin d'acheter des capteurs de présence dans toutes tes pièces. C'est surtout ça. Avec des limitations, les capteurs de présence en plus, c'est que souvent, s'il n'y a pas de mouvement, il ne sait pas que tu es là, et ainsi de suite. Là, l'intérêt, c'est qu'en fait, tu mets ta maison vide, il fait l'étalonnage avec personne dedans, et quand tu rentres, même si quelqu'un dort dans son lit ou autre, ça suffit à perturber le signal Wi-Fi, et donc il est capable de dire qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, et de toujours dire, il y a quelqu'un dans votre maison. Tu vois, ou un animal, ou peu importe. Oui, c'est pas lié au mouvement. C'est le principe du radar, c'est ça. C'est un peu ça. Donc voilà l'idée. Voilà l'idée, et ça va être proposé à tous ceux qui ont les Velop AC 2200. Donc je crois que d'ailleurs c'est le seul de la gamme, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Vous pouvez rajouter cette fonctionnalité si ça vous chante. En parlant de Wi-Fi, surpuissant, 6, intelligent, smart, super, tout ça. On va parler de Orange. Voilà, il y avait un petit show Hello Indé aujourd'hui. Hello. Alors non, ce n'est plus le super Wi-Fi. Ah. Le nom a changé. C'est le smart Wi-Fi? C'est un Wi-Fi intelligent. Ah. Attention. En français? Oui, intelligent, entre guillemets même, pour te dire.
Bon, alors, la nouvelle Livebox 5, elle ressemble à ça. C'est très moche. C'est clair. Alors déjà qu'une box internet c'est moche, c'est rétro. C'est plus que rétro là, c'est quand même affreux. On dirait que le truc a été imprimé en 3D et pas fini. Mais elle est biodégradable. Alors voilà, non, elle est compostable, pardon. Elle est quoi? Non, elle est fabriquée avec 100% de plastique recyclé d'anciennes Livebox. Ah, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Et elle est aussi évidemment recyclable. Elle est 100% moche. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait même, je crois que c'est 99% de la Livebox qui est recyclable, en comptant les composants internes. Mais le boîtier en lui-même, c'est 100%, ok? C'est comme ça. Elle est compostable, voilà, et smart. Impression 3D, c'est un peu ça. Bon, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce qu'ils expliquent, c'est que grâce à ça, alors si on est dans le mode éco-responsable, machin, 29% de baisse d'empreinte carbone pour la fabrication de ces box-là. Bon, mais c'est bien, sachant que... C'est plutôt bien. C'est le genre de boîtier que tu plantes, ce truc-là. Ils expliquent que donc les anciennes Livebox sont utilisées dans le flux de recyclage. Ils montrent, ils pètent tous les composants, machin truc, et ils recyclent. La consommation électrique aussi est en baisse de 17%, ça c'est bien. Alors après, c'est pas étonnant. Quand tu vois que le truc, c'est un morceau de plastique noir, sans un seul écran, sans rien, il doit peut-être 2 LED planqués dedans. Si, t'as des diodes en façade, mais comme l'autre. Voilà, c'est ça. Comme le modem de la précédente. Hein. C'est ça, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien comme on pourrait trouver chez d'autres. Oui. Donc forcément, on peut réussir à faire baisser aussi... la consommation. Cette nouvelle Livebox, donc, elle offre la fibre jusqu'à 2 Go descendant et 600 mégas remontant avec les nouvelles offres. Voilà, voilà. Par contre, l'Ethernet, c'est que du 1 Go. Ouais, mais si t'as à 2 1 Go, vous avez 1 Go chacun. Alors, t'as un autre truc, c'est-à-dire que tu peux brancher ton NAS avec 2 gigabits et il fait l'agrégation. L'agrégation sur les deux ports. Donc tu peux arriver à tes 2 gigas, mais franchement, avant de trouver une connexion qui t'envoie à 2 gigas. Qui t'envoie à 2 gigas, enfin, bref. Bah ici, si t'as un autre appartement avec aussi un NAS et une Livebox, mais non, parce qu'elle envoie qu'à 600. Du coup, c'est niqué. Donc il te faut 3 copains qui te connectés en même temps. Bref, faut qu'on passe tous sur la Livebox. Ventilation passive. Ah, merci Scanlan de nous préciser ça. Dissipation passive, du coup, parce que ventilation passive, c'est un radiateur, mais il bouge pas. Il bouge pas. Enfin, putain, pas un radiateur. Un ventilateur, en plus, tu vois. Le radiateur ne bouge pas, jamais. Hein. C'est un radiateur qui tourne, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, pas de Wi-Fi 6, mais du Wi-Fi 5. Mais quand même, un Wi-Fi intelligent. Pour améliorer la stabilité du réseau sans fil, même lorsque de nombreux appareils sont connectés. Ouais. Luc Besson n'est pas rentré dans la box pour vérifier. Du coup, on peut pas vous dire. Il est pas rentré dedans, non, du coup, on peut pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Branlage de nouilles, la fibre à 2 Go et l'Ethernet à 1 Go. Non, mais ça, ouais. Wi-Fi 5, oui, c'est ça. Wi-Fi 5, oui. Bon, après, c'est pas essentiel, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Pour moi, c'est pas un débat vraiment nécessaire. Ce qui est assez ouf quand même, c'est qu'en termes d'image de marque, ils sont en train de se faire doubler par tout le monde, quoi, en fait. Après, l'avantage, c'est que si vous avez un Microsoft Duo, non, je déconne, si vous avez un Surface. Le laptop Ryzen. Laptop 3 Ryzen, bon, bah c'est bon, vous êtes en 5, pas de regret. Hein. Voilà. Non, mais dans les faits, il y a peu d'appareils encore en Wi-Fi 6. Ça viendra petit à petit, comme d'habitude. Ouais, et puis le gap est pas énorme quoi, pour un usage. Oui. Si t'es en 5 Go déjà, en Wi-Fi 5, bah, c'est bon. Connecté en 5 Go, c'est déjà bien. C'est déjà bien, ça suffit largement. Ouais. Le Wi-Fi 5 de la Livebox a peu de portée. Ah, l'ancienne, la nouvelle, il faut voir. Il ne peut pas rentrer dans les jeunes filles de la box en même temps, Luc. D'accord, très bien, merci Moriarty. Les maxistes qui veulent avoir la dernière version de tout et avoir le numéro max. C'est ça, Nico Poppy. Bon, ils ont annoncé aussi quand même une clé TV améliorée. Waouh, mon dieu. La voilà. Alors, j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est le truc en dessous, c'est ça? Ou c'est juste la clé qui est à côté? Non, la clé c'est ce qui est à gauche et à droite c'est juste la télécommande. C'est juste ça. En dessous c'est le boîtier. Télé. Non, en dessous c'est un boîtier pour ranger quelque chose, je crois. Ah, c'est le boîtier pour ranger ça, en fait. Je crois. C'est merveilleux. Bon, bref, c'est trop beau. A priori, il y aura des partenariats. Pour le moment, rien n'est annoncé, mais il y aurait sans doute Netflix. Et la rumeur dit que Orange Jeux pourrait débarquer sur le boîtier. Eh oui, le cloud gaming by Orange. Franchement, je pense qu'à un moment, il faut arrêter. Non, mais c'est... Enfin... On va pas rentrer dans ce débat. Non, enfin, je suis pas d'accord d'arrêter. C'est-à-dire qu'ils ont... Non, il faut se concentrer sur autre chose. Et ils font beaucoup de choses, mais c'est intéressant. Parce que Jingo, on l'attend toujours. Hein. Oui, c'est vrai. Mais on avait eu le même débat pour Jingo, c'est intéressant de continuer à le faire. C'est-à-dire que il faut pas... Mais oui, mais ils ont de l'argent à dépenser. Mais ils essayent. Ouais. Et tu peux pas abandonner face
face aux autres gens qui sont déjà en place. C'est-à-dire que si t'essayes pas, en fait, t'auras pas de nouvel entrant possible bien là-dessus. sûr. Le problème, c'est qu'ils sont connus pour effectivement beaucoup se tromper, beaucoup pas y arriver. Mais ils ont du courage de continuer. Voilà. Après, Pour moi, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Ouais. Quand tu es dans un cas comme ça, où tu es. N'empêche, maintenant, ils sont devenus en position de challenger, quoi. Ils sont même pas. Ils sont pas du tout leaders sur ça. Se dire que. Peut-être qu'à un moment donné, il faut faire un peu comme ce qu'a fait Microsoft avec Cortana et avec. Être pragmatique. Et avec Alexa, hein, donc faut dire ce qui est. Tu vois, Jingo compatible Bernadette, vaut mieux prendre des échos, quoi. C'est quoi l'intérêt de prendre un Jingo? Donc, qu'à la limite, eux proposent des devices ou une box compatible, ou tu vois, enfin, qu'ils utilisent des applications et des écosystèmes et des choses qui existent ailleurs plutôt que de réinventer la roue. Tu vois, lancer Orange Jeux, ils font un partenariat avec Shadow ou avec je ne sais qui ou avec Microsoft pour intégrer, pourquoi pas, le xCloud dans ce truc-là, ou j'en sais rien, ou même Google avec Stadia. Mais comme ça, tu as une box chez eux, tu as ce service-là qui est intégré sans avoir à aller à acheter un produit de chez Google ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, ben, c'est compliqué, hein, mais pour moi, je pense qu'ils s'acharnent en fait à vouloir créer leur propre service et le problème, c'est que ça n'est pas bon, quoi, en fait. Mais on a le détail de ce que c'est Orange Jeux ou pas? Est-ce que c'est du streaming? Est-ce que c'est juste un abonnement qui te fournit des jeux qui seraient par exemple des jeux Android ou pas? Parce que c'est ça en fait. Si c'est effectivement une concurrence aux plateformes de streaming, là je les vois mal arriver avec une solution. Si c'est un abonnement à des jeux en fait, et au final ça donne accès à des jeux comme tu pourras avoir sur Android. Plus de 200 jeux incroyables. Mad Max, Toy Story 3. Non, c'est des jeux que tu streams, auxquels tu joues sur la télé, quoi. C'est un passe-jeu avec une magnifique manette. Ça Orange et noir. Ça ressemble à la Stadia. Non, mais tu les streams pas. Comment ça, tu les streams pas? Non, c'est disponible sur PC. Non, c'est un passe-jeu. Oui, c'est un passe-jeu, oui. C'est un abonnement à des licences de jeux. Donc là, ils ont le droit. Branchez sur votre décodeur TV ou PC. Hein. Oui, bien sûr. Tu pourrais jouer en stream sur ta télé. Hein. Ouais, je pense que c'est l'équivalent d'un Game Pass. Ok, bon. Je ne sais pas. Moi, je veux jouer aux jeux vidéo. Je pense pas à Orange comme ça tout de suite. Non, mais encore une fois, c'est. Quand tu vois le catalogue de jeux et ta. Il y a Tetris, c'est parfait. Ouais, non, mais sérieusement. Just Cause 2 Non, mais bien sûr, c'est 2 qu'il y avait. Rugby 2018, c'est bien quand même. Wonder Boy, Dragon's Trap, le remake. Très bien. Voilà. C'est. Enfin, honnêtement, en termes de performance. Attends. Hop, non, pas ça. Quelle plateforme derrière? Passe, ils te disent pas. Attends, un mois offert, puis après 9 € par mois. Ils te disent rien du tout. Ouais. Moi, je sais pas sur quoi ça s'installe, mais bon. Pour moi, c'est un peu compliqué. Bref. Ok. Voilà. On avance? Oui, on avance, pardon. Moi, j'étais en train d'essayer de lire la chatroom. Les FAI se font commoditiser par les box OTT. Alors, que veut dire commoditiser? Ben, ça veut dire qu'en fait, ils vont utiliser les box, des tuyaux, quoi. Les box over the top. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Ils deviennent revendeurs, en fait, ou intégrateurs des box over the top. Ouais. Comme il y a eu avec l'Apple TV. Moi, je trouve que c'est pas plus mal. Hein. Mais bon, je continue à le dire. Ouais, ça ressemble à une concurrence de la Shield, plutôt ce qu'ils proposent, effectivement. Avec une box télé smart, avec des services associés avec, comme on peut avoir le GeForce Now, par exemple. Je pense que ça ressemble à un truc comme ça. Ouais. Bon, Tile toujours plus. Tile, qu'est-ce que c'est? Ces petits capteurs qui vous permettent de retrouver vos objets, mais ils ont changé toute leur gamme. Les voici, les voilà. Bon, ils ont fait un refresh de leur Tile classique que vous voyez au milieu. Ils ont quand même lancé des petits trucs sympathiques. Le Slim et le Stickers. Le Stickers qui est tout à droite et le Slim qui est tout à gauche. Ils sont petits, autonomes, voilà. Slim, c'est format carte bleue, non? C'est ça? Ouais, exactement. Mais en fait, regarde, hop. Ah ben voilà. Le principe, c'est retrouver son portefeuille. Parfait. Tu le mets dans ton portefeuille et comme ça, tu peux retrouver ton portefeuille facilement. Ça le permet de sonner, mais sous le géolocaliser avec ton téléphone. 60 mètres de portée maintenant. Tous les modèles précédents, c'était 30 mètres. Ça fonctionne pourtant en Bluetooth, mais figure-toi que voilà. Ouais, mais 60 mètres en dégagé. 60 mètres en dégagé, évidemment. Voilà. C'est pas très grand. Cette version-là, d'ailleurs, celui-ci, par exemple, coûte 30 €. Voilà. Ça va, c'est pas mal. Ouais. Le Stickers PIM, le voilà, par exemple, mis sur une télécommande. Alors, il est un peu épais, donc sur une télécommande, j'avoue, c'est un peu con.
Sur un appareil photo, pourquoi C'est pas. vrai. Si tu cherches ton appareil photo sous une selle de vélo, si tu veux retrouver ta selle. Ok, Non, si tu ouais. veux retrouver ton vélo, bon, je sais pas trop. Mais après, c'est pas GPS, hein, c'est que du Bluetooth. Bon, bah, donc quand tu autant le te gares sur le dire, parking de l'aéroport, c'est bien pour c'est un ouais, vélo. un peu compliqué. Par contre, l'intérêt, c'est quand même que toute la communauté Tile peut partager la position des objets, un peu comme le concept Ah, qu'avait Apple. proposé Apple, effectivement. Donc, du coup, Sauf que... si tu déclares un appareil volé ou tu veux le géolocaliser, tu peux passer par d'autres utilisateurs de l'appli Tile. D'ailleurs, j'ai noté un truc intéressant, le casque sans fil que j'avais testé dans un Geek Inc, le Plantronics, je sais plus comment il s'appelle, 3100, je sais plus quoi, sans fil, Backbeat Fit 3100, il est devenu compatible Tile. Donc maintenant, avec l'appli Tile, je peux géolocaliser Ah, c'est mes bien, écouteurs ça. si je les c'est perds. malin. Donc ça veut Et dire... donc du coup, si je les perds, toute la communauté Tile peut m'aider à retrouver mes écouteurs. Ouais, bon, alors, la communauté Tile, parlons-en, à mon avis. Voilà. Aux États-Unis, apparemment, elle est plutôt développée. Il y a hein. toi. Non, je dis même pas Tile. Mais elle est plutôt développée, justement, aux États-Unis, la communauté Tile. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils flippaient un peu des annonces d'Apple. D'accord. Donc voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, des constructeurs peuvent intégrer cette fonctionnalité-là dans n'importe quel appareil Bluetooth, sans avoir à rajouter un sticker. Par exemple, une télécommande de Shield TV, si elle était en Bluetooth, par exemple, elle pourrait intégrer ça, pour retrouver la télécommande dans le canapé, la faire sonner, ou voilà. Pourquoi pas. Donc, bref, voilà la gamme. Donc, il y a quand même la version Pro qui fait 120 mètres de portée, hein, qui est une sonnerie la plus puissante, machin, avec une batterie, une pile rechargeable qui résiste à l'eau et tout. Par contre, la Slim et le sticker souci 3 ans de durée de vie, mais par contre batterie pas interchangeable. Ça c'est nul. Donc ça c'est voilà, c'est un peu naze. Le sticker il a que 45 mètres de portée, mais c'est déjà plus que correct. Ils sont étanches, le Slim et le stickers, puisque forcément vu qu'on ne peut pas changer de batterie, ben voilà. C'est pas durable, c'est un peu nul. Acheter ça et le jeter, pour moi c'est un peu une hérésie. Je trouve dommage qu'on puisse pas changer la pile, le charger par induction, tu vois. Je sais pas, ils auraient pu mettre une mini batterie. Ah mais là ça serait pas ce prix-là. Hein. Oui, mais pour le Slim par exemple, rajouter une bobine, ça rend pas le truc beaucoup plus épais. Utiliser une toute petite batterie, franchement, je pense que c'était largement faisable. Le sticker, je ne dis pas, mais voilà. Après, si c'est plus cher, on s'en fout, mais c'est durable. Au bout de 3 ans, tu le jettes pas. C'est plus épais aussi. Hein. Pas tant que ça. Franchement, t'as vu la bobine? Il n'y a pas que ça, il faut. Je sais, il y a la partie alimentation et tout ça, mais bon. Honnêtement, je suis pas certain que dans le Slim, il y ait beaucoup de hardware en fait. Tu vois ce que je veux dire? La carte mère du Slim, elle fait pas cette taille quand tu vois la taille du sticker. Ou la taille du Mate ou du Ah non, Pro. mais il n'y a rien dedans, je pense qu'il Mais y a. c'est ça, c'est essentiellement du vide. Donc, placer les composants. Et sur l'épaisseur, ça fait 2,4 mm d'épaisseur. Les autres sont effectivement un peu plus épais, puisqu'ils font 6,2, hein, donc c'est quasiment 3 fois. Mais quand même, je sais pas. Moi, je trouve un peu dommage de ne pas pouvoir recharger cet appareil et de devoir le jeter à la fin, quoi. Bref. Enfin, voilà. Bon, en parlant de trucs... Ils disent quand même qu'ils sont recyclables à 99,9%. Ouais. Les produits Tile. Ouais, mais faut leur envoyer chez eux. Enfin, non, ce qui serait intéressant, par contre, ça serait qu'ils offrent un système de renouvellement. C'est-à-dire que tu peux le renouveler, c'est-à-dire que tu leur envoies, ils le recyclent eux, ils t'en proposent un nouveau en échange à un tarif intéressant. Là, par contre, ça serait un truc intéressant à faire. Bon, donc en parlant de trucs qu'on emmène avec soi et qui tiennent dans la poche, presque. Microsoft tu peux mettre un Tile dessus pour le retrouver. Exactement. Microsoft a annoncé le nuage à emporter. Eh oui, monsieur. Sur place ou à emporter? Sur place votre serveur Azure. Votre cloud, vous le voulez dans un sac à dos ou un doggy bag pour votre cloud? Oui, vous n'avez pas rêvé, c'est bien ça. C'est à l'occasion du Government Leaders Summit, donc le nuage volant de Sangoku. C'est ça qu'il faut mettre pour la vignette. Carrément. Il faut prendre Sangoku, nuage magique, mais en fait on met une Azure, lame, Azure. Ah non, mais clairement. Parfait, vendu. Allez, ça marche. Donc oui, Government Leaders Summit, donc, qui est un rassemblement autour des services proposés par les différents acteurs du numérique pour les gouvernements. Ils ont annoncé le Azure Data Box Edge, qui est une offre qu'ils ont appelée de Hardware as a Service. Bien. Plutôt intéressant, puisqu'en fait, dedans, tu as un système hardware managé par l'intermédiaire du cloud. Ça veut dire qu'ils te fournissent ça, tu n'as rien à faire dessus. C'est-à-dire que tu vas pouvoir déployer tes services Azure comme tu le ferais dans leur cloud. Sauf que là, tu peux l'embarquer en mobilité avec toi. Au niveau de l'OS, de sécurité des pages, des mises à jour, tout ça, c'est géré automatiquement. Donc là, vous n'avez rien à faire. C'est dedans un processeur FPGA, donc qui est intégré, qui est programmable. Enfin, c'est un système complet autonome. Ça fonctionne sans besoin de réseau. Donc si tu perds
toute connectivité réseau, eh bien, ça va pouvoir continuer à fonctionner en toute autonomie. Donc il y a une batterie intégrée dedans. On n'a pas le détail de la durée de vie de la batterie, ça dépend des usages. En plus, il y a du VGA, oui. Et en plus, c'est du VGA. Oui, bien sûr, ça reste une mini lame d'un mini serveur à base d'FPGA. Donc je pense on voit les connectiques fibres à gauche. Ouais, les Fiber Channel, les deux Ethernet, deux USB 3. On est sur un micro savant embarqué. Pas d'HDMI. Non, bah non, tu fais du KVM à base de VGA, évidemment. Le cas d'usage qu'ils ont mis en avant, c'est quand tu es sur le champ de bataille et que tu veux dérocher des vidéos de drones pour faire pour faire passer des algos de reconnaissance d'images, pour retrouver des personnes disparues, les cibles potentielles. Ouais, mais ils avaient fait une démo au Microsoft Experience, faut l'appeler comme ça maintenant. Non, ça a changé maintenant, c'est Ignite. Ignite Tour. Putain. Tous les ans, ça change presque. C'est ça. Bon, au Microsoft Ignite Tour, ils avaient fait la démonstration, tu sais, justement des drones avec machine learning intégré, machin et tout ça, sur les lignes SNCF, tu sais, haute tension ou SNCF, je sais plus, détecter les isolants de câbles qui étaient cassés. Alors ceux qui étaient, en plus, ils faisaient la différence entre ceux qui étaient en céramique, ceux qui étaient en plastique, machin et tout ça. Grâce à l'analyse d'image, mais c'était embarqué dans le drone, quoi. Il n'y a même pas besoin d'avoir ce truc-là, mais bon. Eh bien, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le mouvement que pousse de plus en plus Microsoft autour du edge computing, c'est-à-dire rapprocher de plus en plus en fait l'intelligence là où est la donnée, là où vous êtes derrière. Donc en fait, là c'est très intéressant comme move, c'est-à-dire que ils ont beaucoup mis en avant les services cloud, c'est-à-dire venez mettre au service chez nous, dans nos data centers, et maintenant ils amènent une partie du data center au plus proche de l'utilisateur. Donc on pourrait s'imaginer que c'est malin et un coût de marketing de faire ça, mais en fait il y a quand même un usage supplémentaire. On revient sur le nom de hardware as a service, puisqu'en fait tu payes un service qui va auto-gérer ta plateforme. Donc en fait tu n'es pas propriétaire du hardware, définitivement, mais surtout il est quand même managé et géré au niveau du cloud de Azure. Donc il y a quand même quelque chose de complémentaire. Mais c'est intéressant d'avoir rapatrié ça pour te revendre un service que tu avais déjà. C'est pas mal. Voilà. On continue ? Bon, ouais. Le bien-être numérique. Le well-being, digital well-being. Digital well-being, exactement, qui est devenu obligatoire chez Google. C'est bien. Digital well-being, c'est ça. Ça vous indique, voilà, vous avez fait 13 déverrouillages, vous avez utilisé votre téléphone 2h37 minutes. Il a passé beaucoup de temps sur l'Authenticator, hein, je note. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais il a eu du mal à se loguer, je crois. Il a eu 73 notifications, il a été sur YouTube, Redface, je ne sais pas ce qu'est Redface. Autre et Chrome, bon bref, c'est ce qu'il a utilisé sur son smartphone. Et en gros, l'idée, c'est que ça vous permet d'avoir un tableau de bord. Moi, chaque semaine, par exemple, mon téléphone, il me dit cette semaine, vous avez utilisé votre iPhone 14% de moins que la semaine précédente, ou machin. Genre, j'avais fait 5 heures, et je sais plus combien, sur la semaine dernière. Donc, à vrai dire, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai laissé actif, juste pour avoir la notif, et en fait garder aussi un historique. C'est-à-dire qu'après j'avais commencé à regarder et me dire bon combien de temps je passe sur je sais pas, Facebook, Instagram, machin, et ça m'a aidé moi par contre dans des choix simples de suppression d'appli. Genre j'utilise jamais cette appli, hop je la vire, ça me servir plus à ça, tu vois. Ouais, c'est pas mal ça. Ça va me servir plus à ça. Mais bref, et surtout la nouveauté. Ouais, c'est pas grave. La nouveauté, c'est Google en fait certifie les constructeurs pour l'utilisation d'Android avec des choses particulières, comme par exemple, on l'a appris ce matin, tous les téléphones qui sortent l'année prochaine après le 31 janvier, donc à partir du 1er février, devront être sous Android 10. Voilà, et si pour pouvoir continuer à distribuer de l'Android, les constructeurs doivent s'atteler à ça. Et parmi les choses importantes que Google a rajoutées dedans, c'est le digital well-being, c'est-à-dire qu'il faut utiliser soit l'appli que Google a développée, soit, si le constructeur en propose une, utiliser celle du constructeur. Ah. Et c'est une obligation. Et il faut pouvoir limiter le temps d'écran si besoin, et ainsi de suite. T'as vu les pubs orange partout dans la rue, pareil, là-dessus? Ça m'a fait bien marrer aussi. Il n'y a pas que le smartphone dans la rue. Moi, ce que j'ai vu aussi, je comprends pas que les opérateurs fassent ça. Mais bon. Pour moi c'est pas vraiment et c'est pareil, pourquoi c'est le rôle plus de Google aussi derrière, enfin c'est ça, en fait les GAFAM sont accusés de rendre les jeunes addicts au smartphone. Dans les faits, c'est même pas les smartphones, c'est même pas les constructeurs qui nous rendent addicts au smartphone, ce sont les apps pour moi. T'es plus addict à une app ou un réseau social ou les réseaux sociaux de manière générale, plus qu'au smartphone. Le smartphone est juste un moyen. Oui, mais le smartphone est juste un moyen d'accès. C'est-à-dire que si t'as pas ton smartphone, tu vas l'utiliser sur tablette. Si t'as pas ta tablette, tu l'utilises sur ton PC. Donc dans les faits, ça ne change rien. C'est pas le smartphone le problème. Pour moi, c'est pas à l'opérateur de faire ça, et c'est pas non plus
Enfin, c'est comme si Google, Apple et ça fournissaient le briquet et que la cigarette c'était les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Le briquet, tu peux t'en servir pour faire plein de choses. Allumer un feu, faire allumer ton barbecue ou je ne sais quoi. T'es obligé d'allumer une cigarette avec. Donc c'est juste ça pour moi. Et honnêtement, quand je vois les pubs, la pub vidéo là qui a été partagée sur le Slack, c'est malaise sur 20 avec les joueurs de foot là qui viennent dans le salon des gens. Sincèrement, c'est une catastrophe pour moi ça. Ouais, mais bon, si on en est là, c'est que il y a quand même ouais, mais ça, une alerte. tu sais quoi? Moi, j'ai la sensation que Orange, c'est plus pour s'acheter une bonne conscience. C'est dire, regardez, nous, on est un opérateur responsable, on protège les gens. On fait dans le recyclable, on protège les gens. Le bien-être, c'est chez Orange. Bon, pour moi, c'est du vent, c'est vraiment du bullshit. Mais c'est pareil, Google, qu'est-ce que tu crois qu'ils ont gagné Mais à bien ça? sûr que c'est aussi la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que Google, Apple et les autres le font que tout le monde doit le faire, en fait. Tu vois, si la loi te l'impose pas, ne le fais pas. C'est comme si les mecs avaient déjà mis attention, utiliser un smartphone peut vous rendre accro, c'est genre les trucs de la Française des Jeux quoi. Non mais c'est ça, comme les paquets de clopes. C'est ça, comme les paquets de clopes, tu sais, où t'as le gros bandeau qui dit fumez-tu quoi. Donc genre mais écoutez les gars, on vous l'a pas demandé. Utiliser un smartphone fait perdre des minutes de votre vie. On vous l'a pas demandé, donc ne le faites pas. Et en fait, si t'as bien compris, ce qu'ils font, c'est uniquement faire du... Bah, c'est pour l'image, en fait. Amazon n'est pas agréé dans les mondes du doigt. Alors, Amazon, j'ai entendu une pub à la radio qui explique qu'avec Amazon Pantry, maintenant, ils sont dans le local, le bio, le machin, les petits producteurs et tout ça. Et qui, justement, là, tu sens qu'ils veulent aussi se racheter une image et expliquer que, non, sur Amazon, tous les produits viennent pas de Chine. Mais le thé vert de Lyon, je ne sais quoi, là, enfin, ils expliquaient le truc dans la pub. Tu sens que là aussi, il y a une histoire de raconter... mais justement, c'est du storytelling. C'est clairement ça. Ouais. On veut te raconter une histoire pour t'expliquer que finalement, c'est bien, quoi. C'est bien, on ne prend pas pour des concerts sur un... Ouais, c'est clair. Donc pour moi, voilà, ça c'est un vrai souci. Et je vois pas pourquoi Orange fait ça. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Qui se concentre plutôt sur faire une box intéressante et pas des services merdiques. Franchement... Mais moi, je pense qu'ils prennent les devants de quelque chose qui peut leur tomber sur le coin du nez si le gouvernement s'en mêlait. Ouais, mais alors, honnêtement... Enfin, après, ok, il y a peut-être des études qui démontrent que l'échec scolaire, que machin, que truc. Non, je pense que il y a une partie responsabilité, il y a une partie marketing, ils en profitent dessus, mais il y a une anticipation de ce qui pourrait arriver, des problèmes de santé publique. Pour moi, c'est aux parents de gérer ça, en fait. Tu donnes pas un smartphone à un gamin de 10 ans. Ouais, mais quand c'est les parents qui sont plus dans le smartphone que les gamins... Ça, c'est encore autre chose. Bah, c'est pareil, c'est pour cibler tout le monde. Ouais. Bon, c'est pas le seul truc qu'ils ont rendu obligatoire Google dans la certification Android. Il y a aussi une vraie gestion du standard de charge USB-C. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Parce que les constructeurs font un peu n'importe quoi à travers de leur quick charge, dash charge, fast charge, UP charge, tout ça, qui ne respectent pas tous les standards. Du coup, ils n'arrivent pas à s'aligner dessus. Pour éviter une dérive de tous ces systèmes de charge, ils ont dit, au moins, même si vous avez votre système de charge rapide supplémentaire qui va plus vite, au moins, à minima, gérer le power delivery de l'USB-C pour avoir un minimum de standard et pouvoir partager des chargeurs qui n'ont pas que la connectique en commune, mais aussi un système de charge rapide à minima partagé. C'est ça. Il y avait ça également. C'est vrai, j'ai oublié de le dire. J'en ai parlé en plus ce matin, mais j'ai oublié. On finit sur une note un peu plus fun. Allez. On revient chez Tesla. Pour télécharger Tutut, envoie Tut. Pour télécharger Tutut, envoie Tut. Et pour télécharger Prout Prout, envoie P. Envoie Prout. Oui, 1212. Et oui, c'est encore une fait d'annonce de Elon Musk qui a annoncé sur Twitter qu'on allait bientôt pouvoir customiser le klaxon, système d'avertisseur et les mouvements de le bruit que fait la voiture en mouvement. Quand elle bouge, ouais. Quand elle bouge, évidemment. Avec des sons custom. Voilà. Parmi les sons, j'adore avec les emojis, tu vois, le petit prout et la petite chèvre, c'est génial. Est-ce que c'est un prout ou est-ce que c'est le bruit du vent? Le bruit du vent. Non, le bruit de la vitesse, c'est genre... Je crois que c'est un prout. Hein. Je crois que c'est un prout. Voilà. Et du coup, sur Twitter, tout le monde évidemment l'a sollicité en disant hey, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Du coup, il y en a quelques autres qui viendront derrière. Bien sûr, tu vas avoir les bruits de la DeLorean quand elle passe les 80 miles à l'heure, tu vois, des conneries quoi. Voilà. Mais en fait, le truc c'est quand même ça vient d'une loi. De plusieurs lois, dans différents pays. Exactement. Et en particulier en Californie qui impose que tous les véhicules doivent faire un bruit de chèvre. Doivent faire du bruit, y compris en dessous de 19 km/h. Parce qu'en fait, le vrai souci, c'est en dessous de 19 km/h, il n'y a pas assez de frottement
de bruit de pneus, de frottement d'air et tout ça pour qu'on entende ces véhicules. T'as pas l'habitude avec les Ils sont véhicules parfaitement thermiques silencieux. également. Oui, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Et les véhicules thermiques, tu les entends quoi qu'il arrive. Mais et c'est ce que j'expliquais aussi du coup ce matin, l'anecdote. Le week-end dernier, J'ai écrasé un aveugle, putain. dans une rue hyper étroite, où si tu mets un piéton, tu peux pas passer, enfin le piéton est coincé contre le mur, si tu veux passer, ou tu roules dessus. Ben, j'avançais derrière tout doucement, il m'a pas du tout entendu promener son chien, il m'entendait pas, bon je me suis dit je vais pas klaxonner, hein, sinon je le tue. Et en fait, à un moment il se tourne, parce que son chien par là, il se tourne et là, il est surpris de voir une voiture, genre mais d'où elle sort la voiture? Bon, elle est à 5 km/h ou 10 km/h, tu vois, donc c'était hyper faible comme vitesse. Et donc, ben, il a continué, il s'est mis sur le côté, tu vois, dans une entrée de porte et tout ça. Et puis, il me fait... Et donc, je baisse la fenêtre et il me dit, mais on l'entend pas la voiture, qu'est-ce que c'est ce truc? Et je dis, non, mais elle est hybride, et là, j'étais en électrique, et donc, en dessous de 30 km/h, en général, je suis en électrique, et du coup, on n'entend pas la voiture, quoi. Et il dit, mais c'est dangereux et tout ça. Et bah, oui. Mais t'as pas de son, mais il doit pas être assez fort alors. En fait, il y a un son quand tu es en phase d'accélération ou de décélération, mais quand tu es à vitesse constante, il n'y a pas de son. En fait, il y en a un, mais il est très faible, et surtout comme il est constant, bah, tu l'entends pas en fait. C'est genre un... Ouais, moi j'ai des voisins qui ont une Zoé. La Zoé, tu l'entends. Hein. Vaisseau spatial. La Zoé, c'est ça, c'est... T'as une harmonie, quoi. C'est marrant. Bon, là, du coup, tu pourras choisir différents sons, mais tu pourras pas venir avec ton propre son. Tu n'auras pas un pack pour un fichier audio que tu pourras amener, mais ils n'ont pas fermé la porte plus tard pour pouvoir amener ton propre son, ton propre MP3, notamment pour customiser vraiment avec tes sons qui n'ont rien à voir avec ça. Voilà. Exactement. Et voilà. Bah, c'était tout. Mais c'était tout. C'est merveilleux. Du coup, pour se retrouver... Envoyez retrouver au 812. Envoyez retrouver au 812. Pour nous retrouver, ça se passe sur Twitter. Chris Kamikas, Cédric Bonnet était juste là, voilà. C'est ça. Pour nous soutenir, ça se passe soit sur Twitch, pour ceux qui sont en live, vous pouvez faire comme Zetoun17 avec ses 100 bits qu'il nous a donné pendant le cours de l'émission, merci à lui. Merci à toi. Ou si vous êtes Twitch Prime, Amazon Prime. Ou si vous êtes de la caillasse, vous pouvez aussi envoyer de l'argent. Hein. Envoyer de l'argent. Envoyez des sous. Vous pouvez nous soutenir également par Tipeee avec un Faut que je répare ma main, alors envoyez des sous. Faut acheter une main bionique à Cédric, du coup... J'ai intégré le Stream Deck, comme il dit Nico Popi. Ah oui, c'est vrai que là, t'as les boutons bleus, ça ressemble beaucoup. Voilà, ça a sorti à ma montre, presque. STD Renegade, ça nous aide à acheter un nouveau bras pour Cédric. Hein. Exactement. Et puis, si vous voulez suivre toute l'actualité de ce qu'on produit, sur renegade.fr, vous avez l'agenda, et notamment demain matin, vous retrouvez Morning Tech Review à 8h, c'est ça? Ben, c'est ça, exactement. Demain matin, 8h, autour de l'actu high-tech de la nuit des States. On va voir ce qui s'est passé. En coop. Ouais, en coop. Vous pouvez participer évidemment sur le Discord si vous le souhaitez, en postant des news ou même en vocal le matin à 8h. Si vous avez une voix du matin, vous voulez passer, n'hésitez pas. Ouais, dommage, je vois bien les voix qui crient « Connard, dégage de la voix » en fichier son. C'est vrai que ça aurait été pas mal pour le klaxon sur la Tesla. C'est sûr. Enfin bref, bon, la cucaracha, tu sais, les trucs classiques, hein, il va y avoir évidemment. Ça va tellement être con. Il va y avoir tellement de n'importe quoi, mais je trouve ça génial. Mais au moins, il y aura un intérêt, c'est que ça sera tellement original que ça va surprendre les gens. Vraiment. Ah bah là, oui, là, t'es averti. Hein. Général limite, exactement. Ou le de Ghostbusters. Ecto. Ouais, Ecto One. Enfin bref, merci en tout cas d'avoir suivi l'émission et on se donne rendez-vous la semaine prochaine normalement. Allez, ciao ciao.